Avant de laisser la parole à Gilles, puisque je trouve ça plus pertinent que ça soit quelqu'un du terrain qui démultiplie cet outil, donc je céderai la parole à Gilles. Avant de vous faire un point très attendu au vu de nombreuses questions qu'on a sur le sujet, c'est qu'est-ce que c'est que la formation ATEX? Oui. Donc je vais essayer en au moins un slide y répondre et donner quelques éléments, puisqu'on a beaucoup parlé de formation ATEX, mais quelque part, malheureusement, ce n'est pas forcément défini réglementairement de ce qu'on entend de formation ATEX. Donc je dirais, avant tout, il y a un cadre législatif sur les obligations générales de formation à la sécurité. L'obligation pour l'employeur de délivrer une formation à la sécurité adaptée pour les tâches qu'il fournit à ses salariés. Ça, je dirais, c'est chapeau. Donc des fois, on me dit, il n'y a rien. Bah si, il y a au moins un chapeau. Ensuite, il y a des spécificités ATEX. Donc, notamment au niveau réglementaire de notre Code du travail, celui-ci impose une formation en matière de protection contre les explosions. L'arrêté, je dirais un peu explicatif, le fameux 8 juillet 2003, apporte un complément d'information, c'est que l'employeur prévoit une formation suffisante et appropriée. C'est des termes qui sont extrêmement importants et vous le verrez tout de suite après. Au niveau réglementaire, c'est tout ce qu'il existe. Donc, réglementairement, il n'existe ni de niveau de qualification, ni de cahier des charges de formation associé. Voilà. Il n'en reste pas moins que l'employeur doit s'assurer que les salariés ont le savoir-faire et le savoir-être requis pour les tâches assignées. Voilà. Ces éléments-là, associés au dossier médical de la personne, en lien avec la médecine du travail, ces items-là sont le fondement de la notion d'habilitation, ce qui me permet de réinsister que la seule entité qui habilite un salarié, c'est son employeur. Et effectivement, les bonnes pratiques disent, pour fonder une habilitation, je dirais, pérenne et justifiée, c'est de s'appuyer sur ces différents items. Dans certains domaines, comme le domaine électrique ou le domaine de l'amiante, par exemple, il existe des niveaux de qualification qui ont été définis et, du coup, un cahier des charges de formation associé. Au niveau de l'ATEX, ça n'existe pas. Par contre, effectivement, des organismes de formation, bien sûr l'INERIS, ont créé ce que je vais appeler de la certification volontaire de compétences. Donc effectivement, on va avoir des items sur le savoir, sur le savoir-faire, mais ce ne sont que des certifications volontaires. Il appartient à l'employeur de s'assurer que ces formations sont bien adaptées à son besoin. Voilà pour un petit peu le constat et le cadre. Donc, pour essayer d'aider un petit peu les employeurs à définir leur plan de formation, je vais passer quelques slides pour définir des grands profils métiers et des spécificités, puisqu'on est bien sur une formation suffisante et appropriée. Donc, il faut qu'on définisse certains profils. Alors, une vue globale, bien évidemment, je dirais un profil plutôt encadrant. Alors, j'ai mis des guillemets, pas sur la notion d'encadrant, mais on a aussi les préventeurs, les gens, les intervenants en prévention des risques. Bien évidemment, on va avoir le socle des personnes travaillant dans ou à proximité d'une zone ATEX. À l'opposé, on a aussi des personnes qui interviennent qu'occasionnellement dans à proximité d'une zone ATEX. Et un bloc, qui a déjà été un petit peu abordé, c'est le profil maintenance. Donc on va voir dans le détail ces spécificités.
Alors, le personnel cadrant, direction, hiérarchie, préventeur, doivent avoir une vision globale de la problématique ATEX. Et effectivement, si on a suivi l'intégralité de la journée, on a déjà un bon schéma sur la problématique de manière globale. Pourquoi avoir une vision globale ? Parce qu'on est en charge de décliner les actions et les organisations nécessaires pour répondre à nos obligations réglementaires, et notamment d'évaluation des risques. Mais ce n'est pas une fin en soi, l'évaluation des risques. L'objectif, c'est d'avoir un DRPCE pertinent et surtout un plan d'action de réduction, voire de suppression des risques. Mais c'est aussi tout ce qui va être la mise en place du plan de formation du personnel, l'organisation de la maintenance, du processus d'achat des appareils ATEX, la gestion des interventions tant en interne que via des entreprises extérieures. Et bien évidemment, dans ce profil métier, on aura une formation spécifique pour là où les personnes qui réalisent réellement l'évaluation du risque ATEX, et je dirais même chimique, puisqu'on a bien vu que l'ATEX et la chimie étaient quand même assez liés. Ensuite, on va avoir le personnel travaillant dans ou à proximité d'une zone ATEX. Là, ça doit être quelque chose de plus synthétique et pragmatique, dans le sens où, effectivement, il faut aborder les risques encourus par la présence d'une ATEX. Ça, je dirais, suffisamment de documents sont disponibles. D'avoir les grandes lignes de la démarche, bien évidemment, de prévention et de protection du risque. Mais le fond de la formation va être quel est l'impact sur mon travail. Et là, ça va permettre, en fait, de décliner les mesures de prévention et de protection à leur réalité du terrain. Ensuite, on a le personnel qui intervient occasionnellement en zone ATEX. Là, je pense aux auditeurs, aux organismes de contrôle, les membres de C2SCT. Je pense aussi aux intervenants des services de santé au travail qui sont à même de faire des mesures de bruit, de vibration. Voilà, et c'est des gens qu'on a en assistance qui nous posent pas mal de questions. Donc je dirais, ils doivent avoir la même connaissance que le personnel travaillant dans ou à proximité d'une zone ATEX, c'est essentiel, mais on va rajouter les spécificités liées à « moi je suis un extérieur, j'interviens ». Donc tout ce qui va être la démarche organisationnelle, du plan de prévention, du bon d'intervention, etc. Ensuite, on va avoir ce bloc extrêmement important du personnel de maintenance intervenant sur un équipement de travail. Là, je parle bien de manière générale. Pour qu'ils aient au moins la connaissance de cette première ligne, c'est qu'un appareil ATEX et ses interconnexions sont spécifiques. Donc, je ne suis pas formé, je n'y touche pas. Donc on supprime un petit peu le risque. Ces personnes-là doivent quand même aussi avoir les méthodes organisationnelles de gestion de l'opération. Qu'est-ce qu'un plan de prévention, un bon d'intervention, à qui je m'adresse, etc. Et bien évidemment, une formation spécifique pour le personnel qui intervient sur du matériel ATEX afin de maintenir et de garantir le niveau de protection ATEX. On voit toujours des gens qui ouvrent des coffrets et qui les referment. Oui, mais il y a des couples de serrage, il y a peut-être le joint à changer. Voilà, donc quand on n'est pas formé, on ne touche pas. Bien évidemment, il y aura une spécificité sur ce profil métier, je dirais maintenance. Est-ce que je suis encadrant ? Est-ce que je suis intervenant, voire même bureau d'études, puisque on peut avoir des développements de matériel spécifiques et ils n'ont pas forcément besoin d'avoir les mêmes compétences. Voilà un petit peu sur ce profil rapide de ce qu'on entend sur formation ATEX. Alors, quelques petites questions pour vous, Benoît Salé. Est-ce que mes techniciens maintenance intervenant sur des équipements ATEX de mon entreprise, donc est-ce que mes techniciens maintenance peuvent être formés par mon équipe HSSE ? Les ingénieurs et techniciens qui composent cette équipe ont des compétences techniques, mais pas d'agrément spécifique. Est-ce qu'on peut s'organiser une petite formation interne ? Alors, je vais être désolé pour le service HSE. J'ai
pas vraiment vu qu'il y avait une compétence appareil ATEX dans les services HSE. Si effectivement on a un responsable HSE qui sait ouvrir du matériel ATEX, identifier son mode de protection et le rendre en toute sécurité après intervention, oui, pourquoi pas. Par contre, je pense que c'est plutôt éventuellement de se former via son fabricant de matériel et ensuite d'avoir un complément de formation sur les risques, les manières d'opérer, l'organisation de l'opération avec son HSE. Donc là, tout dépend du niveau, hein, c'est ce que le sens de mon propos, c'est il faut évaluer les capacités que l'on a et les compétences que l'on a dans l'entreprise. Moi, je suis désolé, je ne suis pas spécialisé en appareil ATEX, donc si j'avais besoin d'intervenir, j'irais me former vis-à-vis des gens compétents. Si c'est le cas chez mon HSE, tant mieux, mais ça à évaluer par l'employeur. C'est à évaluer par l'employeur, donc pas de réponse oui a priori. Voilà un préventeur dans un SSTI, donc un service de santé au travail interentreprise, hein, donc dans un service de santé au travail qui fédère plusieurs entreprises, et il voudrait se spécialiser en prévention du risque incendie-explosion. Et il demande, est-ce que je peux demander des conseils aux référents incendie et explosion des CARSAT ? Bien sûr. Bien sûr, soit via la CARSAT, soit même via l'INRS, on peut tout à fait essayer de discuter avec lui de son besoin, des spécificités, et on a de très bons organismes, tant en incendie avec le CNPP qu'en explosion avec l'INERIS, donc il a du choix, oui. Vous êtes bienvenu, voilà. C'est ça la réponse qui vous est faite. On parle couramment de formation ATEX niveau 0, 1, 2. Qu'en est-il ? Qu'en est-il ? Je ne connais pas cette désignation. Ah, on dit que c'est pourtant couramment, c'est couramment. Oui, mais étant donné que ce ne sont pas des niveaux établis de manière réglementaire, chacun peut faire ce qu'il veut avec son niveau 0, son niveau 1. Chacun voulait dire tous les organismes de formation. Exactement. Ouais. Effectivement, quand j'identifie le niveau 0 de l'INERIS, j'ai un cahier des charges qui est bien identifié. Je peux effectivement avoir un gage de crédit. Après, je vous avouerai qu'une formation, je ne l'appellerai pas niveau 0 parce que j'aurais un peu de mal à envoyer mes salariés en niveau 0. Mais bon, ça, après... Donc voilà, c'est un peu le souci. Il y a des cahiers des charges de formation qui ont été élaborés par des organismes de formation tout à fait pertinents, mais il n'en reste pas moins de vérifier que l'employeur doit vérifier, est-ce que ce niveau 0, il est pertinent pour mes salariés ? Je prends juste un exemple. Oui. Quelqu'un qui fait que de la poussière, la menuiserie, etc., et qui va passer au moins 2 heures sur des problématiques gaz, on peut se dire, et qu'est-ce qui va en sortir ? Alors que, finalement, on aurait très bien pu focaliser sur la problématique explosion de poussière et voir éventuellement le gaz, parce qu'il y a un poste à souder, oxyacétylénique ou je ne sais quoi d'autre. Donc voilà, c'est vraiment le besoin en formation qu'il faut identifier. Alors je crois que vous avez, cette journée a bien, convaincu pas mal de gens, parce que maintenant, ça y est, ils sont au-delà des questions, est-ce que je dois le faire, comment est-ce que je le fais, etc. Là, c'est maintenant, qui fait la police de l'ATEX en entreprise ? Aujourd'hui, en entreprise, il y a peu ou pas de contrôle, où ça se limite à l'étiquette ATEX de l'évent, sans vérifier les notes de calcul, nous dit-on. Ça, je vous dirais, c'est une problématique plus global. Le jour où il y a un souci, on viendra toujours vous demander ce que vous avez mis en place et comment vous l'avez suivi, etc. Mais la police de l'ATEX, directive sociale, c'est les services du ministère du Travail. Et pour la directive appareil ATEX, c'est le ministère de l'Environnement. S'il y a effectivement des non-conformités d'appareil ATEX, c'est au ministère de l'Environnement qu'il faut remonter les éléments de cet équipement, qui ensuite va être évalué par rapport à sa conformité. Donc voilà, on est un petit peu sur 2 ministères.